Après 2 ans de guerre acharnée, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu négocié par les États-Unis. L'accord a été présenté fin septembre lors d'une conférence de presse avec Trump et Netanyahou, puis rapidement approuvé par les dirigeants européens et du Moyen-Orient. Parmi ces 20 points visant à mettre fin à la guerre à Gaza, le plan prévoit une cessation temporaire des hostilités, un retrait progressif d'Israël jusqu'à une ligne définie à l'intérieur de Gaza, ainsi qu'un échange d'otages contre des prisonniers. Il stipule également le retour des Palestiniens déplacés et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où la famine a été déclarée en août. Si elle est mise en œuvre, la trêve apportera un répit très attendu à Gaza. Néanmoins, tant les Palestiniens que les Israéliens restent prudemment optimistes. L'accord est un processus en plusieurs étapes, et seule la première phase a été acceptée. Ce qui va suivre reste incertain. Il existe de profondes divisions entre le Hamas et Israël, notamment sur le désarmement, le retrait et l'avenir politique de Gaza. Cependant, la principale inquiétude est peut-être que Netanyahou, risquant la chute de son gouvernement, durcisse sa position pour apaiser ses alliés d'extrême droite. Agir ainsi replongerait Gaza dans un conflit de basse intensité. À toute fin pratique, les questions les plus difficiles n'ont été que repoussées. Le cessez-le-feu met fin à la guerre, mais pas à sa cause. Le cessez-le-feu de Trump montre déjà des signes de faiblesse. Les forces israéliennes ont tiré à Gaza, tuant 3 personnes. Mais les forces de défense israéliennes ne sont pas les seules à ouvrir le feu. Les affrontements internes entre les factions palestiniennes s'intensifient également. Le retrait progressif d'Israël jusqu'à la ligne jaune va inévitablement laisser un vide de pouvoir dans la bande, et certains clans armés cherchent à en profiter, y compris des groupes qui ont auparavant collaboré avec Israël pour affaiblir le Hamas. Le coût humain de la guerre à Gaza est stupéfiant. Plus de 84 000 Palestiniens ont été tués, dont des dizaines de milliers de civils, selon des sources indépendantes. Les habitations et les infrastructures de Gaza sont en ruine, et la violence s'est étendue à la Cisjordanie, où des raids militaires israéliens et des attaques de colons ont visé des villes palestiniennes, entraînant des frappes de représailles en retour. Israël aussi a subi des pertes, avec environ 1600 morts depuis le début des hostilités, dont environ 1200 civils. Le cessez-le-feu de Trump était conçu pour geler la guerre sur place, du moins pour le moment. Le Hamas et Israël ont tous deux accepté la première phase, qui exige que chaque partie réduise les hostilités. Trump, Netanyahou et la plupart des dirigeants occidentaux et arabes ont exclu tout rôle pour le Hamas. Selon le plan, une force appelée Force internationale de stabilisation sera créée pour superviser le cessez-le-feu, former la police palestinienne et coordonner l'aide humanitaire, bien qu'elle opère principalement en dehors de Gaza. La force devrait inclure des contingents des États-Unis, d'Égypte, du Qatar, de Turquie, de Jordanie et des Émirats arabes unis. Dans les prochains jours, semaines, voire mois, cette coalition jouera un rôle clé pour maintenir la trêve. Elle supervisera le retrait des troupes israéliennes et guidera le transfert de la sécurité à la nouvelle force locale palestinienne. Le Hamas et Israël ont chacun de fortes incitations à se conformer. Pour le Hamas, le cessez-le-feu offre une chance d'assurer une aide humanitaire aux civils et de regrouper ses combattants restants. Pour Israël, cela répond à la pression intérieure croissante pour ramener les otages à la maison et à la pression internationale grandissante pour réduire les opérations militaires à Gaza. La prochaine phase du plan de Trump était quelque peu vague et conditionnelle. Il prévoit la création d'un comité technocratique chargé d'assumer temporairement la gestion quotidienne à Gaza, qui gérerait les services publics, superviserait la reconstruction et coordonnerait la distribution de l'aide. Le comité comprendrait des Palestiniens qualifiés et des experts internationaux opérant sous la supervision d'une nouvelle instance juridique appelée le Conseil de la paix. Présidé par le président Donald Trump et rejoint par des personnalités telles que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Conseil dirigerait le financement et établirait le cadre de la reconstruction de Gaza jusqu'à ce que l'autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie, ait achevé son programme de réforme et soit prête à prendre le contrôle de Gaza.
Beaucoup de choses devront avancer en synchronisation pour que cela fonctionne. En termes simples, le plan de paix de Trump vise à ramener l'autorité palestinienne à Gaza, ne laissant aucun rôle au Hamas dans la nouvelle administration. Pour l'instant, cependant, les pouvoirs du comité technocratique seront limités à la gouvernance de base et au service public. On s'attend à ce que des partenaires arabes et internationaux aident à établir cette nouvelle administration. Cependant, certains, dont l'Arabie Saoudite, souhaitent que le comité dirige aussi les discussions sur l'avenir politique à long terme de la Palestine. Le plan de paix en 20 points de Donald Trump mentionne bien une voie vers l'autonomie palestinienne et, à terme, la création d'un État. Mais il n'offre ni calendrier, ni mécanisme d'application, ni vision claire de ce à quoi ressemblerait cet objectif final. Et c'est ici que les choses dérapent complètement. Premièrement, le Hamas insiste sur un retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Mais le cessez-le-feu exige seulement qu'Israël se retire jusqu'à la soi-disant ligne jaune. En pratique, les forces israéliennes continueraient de contrôler la majeure partie de la bande de Gaza, y compris des zones clés comme Beit Hanoun, certaines parties de la ville de Gaza, Khan Younes et presque toute Rafah. Pour le Hamas, ce n'est pas assez. Ainsi, ils insistent pour que chaque soldat israélien quitte entièrement la bande de Gaza. Deuxièmement, le Hamas veut également un délai clair pour la création d'un État palestinien indépendant et affirme qu'il ne remettra le pouvoir qu'à un gouvernement technocratique supervisé par l'autorité palestinienne et soutenu par des pays arabes et musulmans. Il rejette tout rôle pour Trump, Blair ou une gouvernance étrangère de Gaza, ce qui signifie que le Conseil de la paix est effectivement mort-né. De l'autre côté, Netanyahou a exclu tout accord qui mènerait à un État palestinien. Il insiste sur le fait qu'un retrait total d'Israël est exclu et que le Hamas doit être désarmé avant que l'administration de Gaza après la guerre, sous quelque forme que ce soit, puisse même être envisagée. Le problème central est l'ordre des étapes. Israël veut d'abord le désarmement, la politique ensuite. Le Hamas exige le contraire. Et même si le groupe a été fortement affaibli après 2 ans de combat, on estime que le Hamas compte encore environ 15 000 combattants. Même s'il accepte de céder le pouvoir, il est difficile d'imaginer la disparition totale du Hamas. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, la future gouvernance de Gaza sera un sujet profondément controversé lors des prochaines négociations. En particulier alors que les gouvernements occidentaux et arabes poussent à l'implication de l'autorité palestinienne et à une solution à 2 États. Netanyahou se trouve au centre du cessez-le-feu de Trump et de ses conséquences. Il dirige un gouvernement de coalition fragile, et des questions se posent quant à savoir s'il s'effondrera à la suite de la trêve. Des membres d'extrême droite, dont le ministre des Finances Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir, ont exprimé leur opposition au plan de paix de Trump et ont laissé entendre qu'ils pourraient quitter le gouvernement de coalition. Netanyahou fera tout ce qu'il faut pour maintenir sa coalition intacte. Donc, une fois que la libération des otages et des prisonniers sera terminée et que les négociations passeront à la phase suivante, le lancement des discussions sur l'avenir politique de Gaza pourrait perdre de son élan. Cela donnera de la marge de manœuvre aux extrémistes pour faire dérailler les négociations. Ayant atteint son principal objectif intérieur en libérant les derniers otages, Netanyahou pourrait durcir sa position sur le désarmement du Hamas, l'exil de sa direction et un contrôle plus strict sur Gaza après la guerre, tout en maintenant une présence de Tsahal dans la bande. Ces conditions préalables freineraient tout élan issu de la phase précédente. En conséquence, les Israéliens pourraient commencer à mener des raids terrestres réguliers et des frappes ciblées contre travers Gaza, tout en divisant effectivement le territoire en zones plus petites pour empêcher le Hamas de se regrouper ou de reconstituer ses forces. Idéalement, Israël souhaiterait créer des couloirs de sécurité autour et à l'intérieur de Gaza. Nous avons réalisé une vidéo sur ces couloirs il y a 1 an, cela vaut toujours le coup d'y jeter un œil. L'objectif d'Israël est de fortifier ces couloirs avec des points de contrôle, des tours de guet, des bases avancées et d'autres outils de surveillance. En utilisant ces couloirs de sécurité, l'armée israélienne serait capable de surveiller n'importe quel point de Gaza, sans nécessairement occuper l'ensemble du territoire. Ainsi, chaque fois que les combattants du Hamas surgiraient de sous terre et se prépareraient à tirer des roquettes,
les Israéliens les détecteraient en quelques minutes seulement et lanceraient une contre-attaque. La direction israélienne pense que ces couloirs rendraient de nouvelles transgressions du Hamas improbables que l'on pense à long terme, ou du moins réduiraient les dégâts qu'ils peuvent infliger. Pendant ce temps, la population civile palestinienne résiderait dans des portions de territoire plus petites, chacune étant déconnectée des autres. Cependant, même si les Israéliens peuvent préférer ce résultat, ils ne sont pas encore en position de l'imposer. Avec le cessez-le-feu de Trump, la situation à Gaza risque de ressembler à celle du Liban, où la stabilité repose sur la dissuasion plutôt que sur la paix. Pour contexte, Israël a signé un cessez-le-feu avec le Hezbollah en novembre 2024 qui exigeait que les forces de défense israéliennes se retirent de tout le territoire libanais dans un délai de 60 jours en attendant le redéploiement du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Alors que le Hezbollah s'est retiré, Israël ne l'a pas fait. À ce jour, les forces de défense israéliennes maintiennent au moins 5 avant-postes dans le sud du Liban, où des affrontements sporadiques restent fréquents. La même chose risque maintenant de se produire à Gaza. Israël pourrait conditionner le retrait de ses troupes et l'acheminement de l'aide au désarmement du Hamas et à son éviction du pouvoir. Cependant, le Hamas étant peu enclin à céder, la trêve pourrait déboucher sur un nouveau cycle de conflit d'ici début 2026 même limité à de faibles escarmouches. Pour l'instant, les armes se sont tues au-dessus de Gaza. Mais la paix n'est pas synonyme de silence. Je suis votre hôte, Caspian Rapport, de Caspian Rapport. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et peut-être à partager la vidéo. Merci pour votre temps, et Saul dans tous les cas.